Madame, Monsieur, bonsoir. Question d'actu vibre au rythme du ballon rond ce soir. Après la disqualification malheureuse du Sénégal hier face aux Anglais quittant la Coupe du Monde en 8e de finale, ce sont les Lions de l'Atlas qui portent désormais les espoirs de tout un continent et du monde arabe. Ils affrontent demain la Roja espagnole en 8e donc. Le Maroc est à nouveau ses 8e de Coupe du Monde après 36 ans d'attente. Le scénario Maroc-Espagne, ce n'est pas une première puisque les deux équipes s'étaient affrontées lors de la Coupe du Monde 2018, une rencontre qui s'est soldée par un nul amer, 2-2. Et pour cette nouvelle rencontre au sommet et au goût de revanche, le sélectionneur national Walid Regragui s'est voulu réaliste. Il a déclaré ce matin en conférence de presse, et je le cite, « Les Espagnols ont l'ADN des grandes compétitions et nous, on ne l'a pas. Il faut que je travaille là-dessus avec mon staff. À nous de créer la surprise, il faut donner de la confiance aux joueurs et ne pas avoir de complexe. Nous allons jouer sans regret. » Fin de citation. Et ils peuvent compter sur la ferveur de leur public. D'ailleurs, la FIFA a attribué 5000 billets aux supporters marocains. Mais les billets de ce match Maroc-Espagne, un match décisif, sont devenus très très rares et ils se négocient très très cher. Mais on ne lâche rien, tout comme les Lions qui peuvent aspirer à leur place en quart de finale de Coupe du Monde. Et pour le débat ce soir, j'ai le plaisir de recevoir d'abord par Zoom depuis Casablanca Karim Droné, journaliste sportif au groupe Ecomédia et créateur du site sportpro.ma. Bonjour Karim Droné. Bonjour Adija, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous. Tout le plaisir est pour nous et largement partagé, cher Karim. Par Skype aussi, un autre confrère, cette fois depuis Doha, au Qatar, Amin Lamri, journaliste sportif au quotidien Le Matin. Bonsoir Amin Lamri, merci de vous joindre à nous une nouvelle fois dans Question d'Actu. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir Khadija, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Midi 1 TV. Toujours un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Marhaba. Et avec moi sur le plateau, parce que le foot, c'est pas que du sport, c'est pas que sportif, le professeur Mehdi Aliwa, sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques à l'UIR à Rabat. Bonsoir professeur Aliwa. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, bon, c'est vrai que le compte à rebours là a déjà commencé. Donc demain, le Maroc affronte l'Espagne. Mais avant, revenons un peu sur les résultats de ce week-end et cette élimination du Sénégal. Élimination face aux Anglais. 3-0, Amin Lamri. Comment ont vécu ce moment les fans sénégalais? Parce qu'on les a vus hier dans les gradins. Bon, ils perdaient déjà 3-0, mais ils chantaient encore, ils continuaient à garder espoir. Et aussi, surtout, ce coach sénégalais qui a aussi joué en compétition mondiale avec son équipe. Bon, maintenant, il dirigeait, c'était le sélectionneur sénégalais. Alors, en gros, dites-nous un peu le aftermath après cette élimination face aux Anglais du Sénégal. Naturellement, beaucoup de déception, beaucoup de frustration aussi parce qu'on s'attendait beaucoup de cette équipe sénégalaise face aux Anglais. Je pense que au niveau du match, les Sénégalais ont été un tout petit peu naïfs parce qu'ils ils se sont un peu laissés prendre dans ce piège anglais de fort rythme et ils ont pensé qu'en allant de l'avant, il y avait possibilité, mais en fait, c'était un plan savamment orchestré par Gareth Southgate et le staff technique de l'équipe d'Angleterre qui a ensuite frappé grâce à la rapidité et la justesse de ses joueurs. Il faut rappeler que le Sénégal a quand même été orphelin de sa superstar qui est Sadio Mané avant le début du tournoi et donc ça a eu un impact énorme sur le mental parce que Sadio Mané ce n'est pas juste le meneur et le leader technique mais aussi c'est le leader d'homme, le leader de ces Lions de la Teranga. Mais après on a vu comme vous avez dit Khadija les supporters, le 12e Guindé, ce groupe de supporters légendaires des Lions de la Teranga qui ont justement perpétuer cet esprit de la teranga sénégalaise qui a ébloui les stades ici et qu'on connaît, nous, forcément au Maroc, du fait de la proximité entre nos deux nations et nos deux peuples. Alors forcément, pour récapituler, beaucoup de déception, beaucoup de frustration, mais beaucoup d'encouragement aussi pour les champions d'Afrique. Karim Droné, donc les Sénégalais, rappelons-le, c'est les champions d'Afrique. Et comme vient de l'expliquer Amine,
on a senti qu'au début, ils avaient bien commencé. Il y avait beaucoup on sentait quand même qu'il y avait de la volonté de marquer un but dès les 20 premières minutes. Et puis soudain, après le premier but des Anglais, tout a changé. Est-ce que vous pensez que c'est par manque d'expérience de grandes compétitions telles que celle de la Coupe du Monde qui a fait que les Sénégalais s'inclinent quand même à 3-0 contre les Anglais? Oui, tout à fait. Amine a parfaitement résumé la situation. Ces Lions de la Teranga étaient ambitieux, ils avaient du courage, de la volonté, de la générosité, mais malheureusement, ils ont péché justement par cela. En fait, ils ont fait preuve de naïveté parce que vous avez en face une équipe d'Angleterre qui a une expérience des grands rendez-vous, même si elle a gagné qu'une Coupe du Monde en 66, oui. Elle a quand même cette expérience d'aller dans les carrés jusqu'au quart de finale. Et c'est vrai que cette équipe sénégalaise aurait pu bouleverser la situation si elle avait concrétisé ses actions et après elle a voulu continuer justement à aller à l'attaque. Et ça, il ne fallait surtout pas le faire. Là, les Anglais, ils ont répondu, ils ont fait mal et ils ont gagné. Voilà, tout simplement. Exactement. Mais pourtant, quand même, rappelons-le, Karim, c'était un très beau parcours des Lions de la Teranga lors de cette Coupe du Monde. Et ils ont quand même étonné plus d'un. Tout à fait, c'est une très belle équipe et comme l'a souligné également Amine tout à l'heure, mon ami Amine que je salue au passage en direct de Doha, c'est vrai que cette équipe a été pénalisée, a été handicapée par l'absence de Sadio Mané. C'est quand même un joueur d'exception, Sadio Mané avec Mohamed Salah, ce qu'il fait avec Liverpool. Franchement, c'est un joueur qui a véritablement pesé par son absence dans cette Coupe du Monde. Si Sadio avait été là, ça aurait été certainement une autre équipe du Sénégal. Mais ils ont quand même bien géré la chose. Bon, ils sont allés en huitième de finale. On n'était que deux, et le pays du continent africain a représenté donc notre continent sur ces huitièmes de finale. Et donc le Maroc, l'équipe, non, il va falloir capitaliser un petit peu sur l'expérience, revoir un petit peu ce qui n'a pas fonctionné. Oui. Alors, professeur Aliwa, donc d'abord peut-être un commentaire avant que je ne pose la question à l'académicien que vous êtes. C'est une question sur ce parcours des équipes africaines dans cette Coupe du Monde. En demi-teinte, on est tous tellement heureux de voir autant d'équipes et de manière historique d'ailleurs. Je pense que jamais il y a eu autant de matchs gagnés et autant de points gagnés en poule. Mais c'est toujours en demi-teinte parce qu'on aimerait les voir un peu plus briller, parce qu'il y a tout de même, c'est difficile de ne pas parler en tant qu'académicien parce que je suis là aussi pour cela. Il y a quand même aussi une géopolitique dans le sport, malheureusement. Et il ne faut pas normalement, justement, vous évoquez ce sujet-là. Il y a eu beaucoup de prises de position très, très politiques. Cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est la plus politisée depuis très longtemps. C'est peut-être une impression, c'est peut-être aussi une susceptibilité des peuples arabes. C'est peut-être aussi parce que certains ont touché du doigt. Cela dit, elle est bien placée pour une fois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une campagne de dénigrement par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde par le Qatar, qui est indéniable, notamment par les médias français et autres. En fait, on a la mémoire courte. Il n'y a pas une Coupe du Monde sans qu'il y ait son lot de polémiques. Donc ça dépend si on regarde ou ne regarde pas. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est faire en fait le calcul du nombre de lignes qui ont été écrites dans la presse ou de minutes accordées à la télévision ou radio sur cette question-là, par rapport à la Russie, par rapport aux autres Coupes du Monde. Il y a toujours des polémiques en fait. Et c'est ce qui fait en fait que le foot passionne autant les gens, c'est parce qu'en fait, s'il n'y avait pas ces polémiques, s'il n'y avait pas cette dimension politique, les gens s'y intéresseraient pas à cette dimension. Ce qui fait qu'on a les grands supporters, les grands amoureux de foot qui, eux, suivent le foot toute l'année. Et il y a ceux qui sont un peu moins passionnés de foot, qui suivent au moment des grands événements, quand il y a des grands matchs, ou quand un club de leur ville arrive en finale ou en demi-finale. Et puis il y a ceux qui ne suivent qu'au moment des Coupes du Monde, et surtout les Coupes du Monde polémiques. En fait, moi je me place de l'autre côté, je comprends, si on est supporter de foot, on ne sera pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais il faut un petit peu, dédramatiser le tout et regarder ce qui se passe. Cette polémique a fait que c'est la Coupe du Monde certainement la plus suivie depuis l'histoire des Coupes du Monde de foot. Les taux d'audience sont immenses et en fait tout le monde a envie de voir ce qui se passe. Au fond, après la fin de la Coupe du Monde, malgré parfois des attaques
très, on va dire, en dessous de la ceinture, je pense que le Qatar en sortira bien plus grandi qu'il n'y paraît aujourd'hui. Oui, je vois Amine Amri acquiescer par rapport à cela. Et surtout, vous qui êtes en contact avec les supporters de différentes nationalités, bon, à part quelques vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux où on voit des supporters de par le monde vraiment féliciter le Qatar pour la qualité de l'organisation, quels sont les feedbacks que vous avez eus, vous, en tant que représentant déjà d'un média marocain, mais en tant que journaliste, tout en restant objectif, par rapport au feedback des supporters qui ont fait quand même le voyage jusqu'au Qatar, hein. Ils étaient quand même assez nombreux. Objectivement, on va parler d'abord du côté des médias. Il y a deux grands super centres de médias disponibles pour les professionnels, ce qui change un peu par rapport aux autres événements planétaires. J'ai eu la chance et le privilège de couvrir les Jeux Olympiques à Tokyo et je peux vous assurer qu'on n'a pas eu le même traitement là-bas. Il y avait un gros problème de transport dans les événements internationaux qui a été très très bien géré et géré même en amont par les autorités ici au Qatar et par la FIFA. Mais au niveau des supporters aussi, il y a un nombre incalculable de volontaires, d'employés, de sécurité. Je peux vous dire que même parmi les Occidentaux, entre guillemets, ils trouvent cette Coupe du Monde très family friendly. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool, il n'y a pas beaucoup d'ivrognes qui se tapent sur le visage. Et ça, c'est un élément très, très important. On a vu un bébé, une maman avec son bébé dans les gradins anglais. Exactement. C'est du jamais vu. Surtout pour les supporters anglais, on connaît leur dynamisme. Exactement, et je pense que les gens ont palpé cette volonté de bien faire de la part des Qataris, mais aussi de la part des gens. Il faut savoir aussi que le Qatar est une nation constituée d'une, on va pas dire une minorité, mais d'un socle de citoyens qataris entourés d'une grande partie de travailleurs immigrés. Et je pense que les gens ont palpé cette disponibilité, cette serviabilité. Il faut mentionner aussi qu'il y a des gens qui se mettent dans les corridors qui mènent entre les stades et les points de ramassage des bus et qui offrent gâteaux et autres riz aux gens qui sortent du stade, ce qui est en soi un geste inédit en Coupe du Monde. Et voilà, il y a comme a dit le professeur Eliwa, le Qatar ne peut que sortir grandi, même si on parle beaucoup du bad buzz que pourrait avoir cette Coupe du Monde. Mais en fait, elle va complètement dans le sens des autorités et du peuple qatari en général. Mm-hmm. Alors, parlons à présent de notre sélection nationale. Donc demain, grand match, Karim Droné contre l'Espagne. L'Espagne qui a terminé deuxième de son groupe E, 4 points, et qui s'est inclinée face au Japon. Peut-être un petit commentaire déjà sur ce dernier match de La Roja face au Japon, face à la sélection japonaise, Karim Droné. Oui, écoutez, franchement, c'est une déception de la part de l'Espagne parce que c'est de l'anti-jeu, tout simplement. Ils ont fait un maléfique calcul de finalement terminer deuxième de leur groupe, parce que ça, on l'a vérifié. Il y avait un joueur en chasuble qui est venu parler avec ses coéquipiers sur le terrain pour leur dire l'Allemagne mène 4-2, donc maintenant on temporise, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la victoire contre cette équipe du Japon, parce que la deuxième place, elle les intéresse plus, parce que dans la suite de la compétition, ils pourraient se retrouver face au Brésil. Donc on a essayé d'éviter le Japon, mais on se retrouve avec la Croatie, et c'est peut-être une manière de dénigrer aussi le Maroc, parce que pour eux, peut-être, pour cette équipe espagnole, c'est plus facile de rencontrer le Maroc que de rencontrer la Croatie. En tout cas, c'est un très mauvais calcul. J'ai vu la réaction également de Jérôme Roppel, l'ancien international français, qui a fustigé cette équipe espagnole pour son comportement. C'est inadmissible. Il a terminé en disant: eh bien, j'espère que les Marocains
vont manger les chevilles des Espagnols. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. Oui, on le souhaite. Alors justement, ce match-là, vraiment, déjà, il y a eu, Amine Amri, je ne sais pas si vous avez vu ces déclarations des commentateurs sportifs espagnols. Quand on leur demandait contre qui vous voulez jouer, ben, jamais le Maroc. Ils disaient ah, non, pas le Maroc. Ils ont préféré jouer contre la Croatie, ou même la Belgique avant qu'elle soit éliminée par les Marocains aussi, rappelons-le, de 0. Donc, ils appréhendent d'affronter les Lions de l'Atlas, cette équipe de la Roja. Pourquoi ? Je pense que le souvenir du dernier match de groupe en Russie en 2018 est encore assez vif dans la tête des Espagnols. Le Maroc qui jouait sans pression les avait quand même malmenés. On était à quelques minutes, peut-être 2 ou 3 minutes d'une victoire historique sur l'Espagne dans un match qui ne comptait pas beaucoup pour le Maroc, mais qui a fait et qui a laissé beaucoup de séquelles dans cette équipe de la Furia Roja. Maintenant, ils savent très bien que cette équipe d'aujourd'hui de Walid El-Greghi est une équipe très solide défensivement, contrairement à la Croatie ou ce qui aurait pu être la Belgique comme adversaire, où le jeu est plus ouvert face à des Espagnols qui sont quand même assez tranchants avec des joueurs comme Pedri ou comme Gavi. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Espagnols appréhendent vraiment ce match-là contre le Maroc. D'abord parce que c'est un derby. On est séparés par 14 kilomètres, mais on a toute une histoire et une culture commune. Et là, je parle sous contrôle du professeur Elioua. Mais c'est un derby au vrai sens du terme. Donc, un derby est par essence impossible à pronostiquer. Et donc, du coup, les Espagnols, très franchement, ils appréhendent. Ça aurait peut-être été un calcul lors de la phase de groupe. Mais maintenant, je peux vous assurer qu'ils appréhendent beaucoup le fait d'affronter le Maroc en huitième de finale dans un match aussi décisif. Oui, vous n'allez pas échapper aux pronostics. Je vais vous demander les pronostics à la fin de cette émission quand même. Alors, justement, professeur Elioua, peut-être un commentaire sur cette notion de derby quand le Maroc joue contre l'Espagne. C'est d'autant plus un derby que, en fait, nos sociétés sont un peu entrelacées. Jusque dans l'équipe nationale, nous avons 2 personnes, parmi lesquelles surtout Hakimi, tellement certainement le ou un des meilleurs joueurs, en tout cas, des Lions de l'Atlas, et un des meilleurs latérales défenseurs au monde, qui est né justement dans une banlieue de Madrid, etc. Et donc, il y a quelque chose d'intime dans ce jeu-là. D'ailleurs, ça soulève tout un ensemble de questions politiques qui va au-delà du foot, de savoir qu'est-ce qu'être un national. Nous avons réussi à régler cette question depuis longtemps. Nous essayons de faire nation au-delà des lieux de naissance ou au-delà des langues, même des religions. On le voit bien avec le fait que nous nous retrouvons de plus en plus avec nos compatriotes juifs marocains qui sont dans le monde, mais aussi le lien avec la diaspora. Et donc nous pouvons aussi avoir une équipe nationale à l'image de cette diversité marocaine, même s'il y a, il faut le dire, une surreprésentation des Marocains de la diaspora. Sauf que pour les Espagnols, j'ai vu dans la presse, ils commencent à annoncer des choses... Alors, justement, la Vanguardia, voilà. Qui titre quand même que l'Espagne allait rencontrer l'équipe de l'ONU. C'est extrêmement... si vous voulez, n'y voyez pas là du football, c'est encore une question politique. C'est une façon de dénigrer complètement et cette équipe marocaine et le Maroc en entier. Ça veut dire que le Maroc n'est pas vraiment un État-nation digne de ce nom, pas capable de composer avec ses enfants. Finalement, on serait sous une tutelle, sous une sorte de protectorat de l'ONU. Vous savez, les mots, ça résonne. Hein. C'est pas comme si nous n'avions pas aussi une histoire, un passé colonial avec l'Espagne. Je pense que ça va plus nous titiller dans le bon sens. Je pense que c'est une erreur de faire ça. Ça va donner encore plus envie aux gens de montrer que d'abord on peut être marocain et autre chose, et qu'on a d'abord l'amour du maillot. Mais c'est ça qui est passionnant dans le foot, c'est que c'est le sport plus que n'importe quel autre sport, même si d'autres sports le font aussi. Mais le foot a réussi, en fait, peut-être parce que c'est le sport le plus politisé qui touche les personnes les plus dépolitisées, c'est-à-dire les personnes un peu marginalisées, qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne votent pas. Au moment où leur pays joue, ils se sentent concernés, et ce genre de petites phrases assassines, en tout cas désobligeantes, au contraire, entraîne plus de ferveur populaire et même voire une forme de patriotisme exacerbé parfois. Et on l'a senti sur les réseaux sociaux. Hier, c'était une avalanche de commentaires
sur Twitter en l'occurrence, sur cette une de la Vanguardia, donc qui est un journal espagnol, sans préciser de quelle mouvance à quelle mouvance il appartient. Amine Amri, est-ce que ça a été évoqué lors de la conférence de presse aujourd'hui avec le sélectionneur national? Je pense que l'intelligence de Walid Regragui a toujours été de parler franchement, mais d'éviter de tomber dans les polémiques. C'est un gars très, très concentré qui maîtrise parfaitement l'outil de communication. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui a ébloui tout le monde aujourd'hui en conférence de presse en parlant 4 différentes langues, y compris l'espagnol, puisqu'il a joué oui. au Racing Santander et qu'il est originaire de Fnedar, donc une communauté où on parle volontiers espagnol. Donc c'est quelqu'un qui a toujours su parler franchement tout en évitant la polémique. Et je pense qu'il a été très très bon dans cet exercice. Et comme a dit le professeur Elioua, je pense que les provocations dans les médias espagnols, où on parle beaucoup de tout sauf de football, je pense que c'est une très très bonne motivation, comme on dit chez nous en Derija, Hagrona, et dans cette configuration, ça marche beaucoup mieux pour nous en général. Inch'Allah, ça marchera demain. Bon, alors, puisqu'on parle du sélectionneur national Walid Regragui, je voudrais revenir sur cette déclaration par rapport aux Espagnols. Il a été très franc, comme vous l'avez dit. Ils ont l'ADN des grandes compétitions et nous, on ne l'a pas. Alors déjà, est-ce que ce challenge est facilement surmontable pour les Lions, Amine Amri ou Karim Droné, si on l'a toujours connecté? Oui, moi, je suis toujours là. Alors, Karim, oui, parfaitement. Karim, un commentaire sur cette déclaration de Walid Regragui. Alors, c'est ADN des grandes compétitions et on le voit, hein. On voit que chez les Américains, ça n'a pas raté. Ils se sont inclinés face à l'Australie. Les Polonais face aux Français. Pareil pour les Sénégalais. On sent qu'ils ont tous un peu pâti du même point faible. Est-ce que c'est cette habitude aux grandes compétitions qui mène toujours finalement au même carré gagnant, entre guillemets, les mêmes qui se retrouvent toujours en demi et en finale? Non, j'espère qu'il y aura des surprises cette année, notamment avec le Maroc. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que si on regarde un petit peu maintenant ce qui s'est passé, on voit que ce sont les premiers de chaque groupe qui sont passés en quart de finale. Donc, il y a quand même une logique dans le football. Ça veut dire que des nations qui sont bien campées, qui ont l'expérience de la Coupe du Monde, arrivent à passer. Alors, ceci dit, comme l'a dit Walid, c'est vrai qu'il y a peut-être un avantage au point pour l'Espagne, mais je pense qu'on peut les mettre KO. Avantage au point, certes, mais on peut les mettre KO parce que cette équipe espagnole n'a rien prouvé jusqu'à présent. Pourquoi? Et je pense qu'on a tous les arguments. Pourquoi elle n'a rien prouvé? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus vraiment de tête d'affiche, Karim Droné? Écoutez, à part Morata qui peut briller cette équipe espagnole, il y a une jeunesse derrière, ils ont une rapidité, ça c'est certain. Ils ont une rapidité d'exécution qui est phénoménale, mais on a vu pire. Je veux dire, le Maroc a quand même contenu la Croatie de Modric, elle a battu la Belgique de Kevin De Bruyne. Je veux dire, on n'a pas à rougir. On a aussi neutralisé cette équipe canadienne qui est pleine d'espoir, qui a aussi un jeu très vif avec beaucoup de générosité, mais qui manque de stratégie. Mais je veux dire, on n'a pas à rougir. Aujourd'hui, on est en huitième de finale. On sait qu'on doit gagner ce match parce que c'est un match à élimination directe. Et je pense que nos joueurs vont faire le job parce que c'est ça qu'il a apporté, Walid Regragui. C'est la grinta qu'il a apporté à cette équipe du Maroc. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis bien longtemps. De voir un Ziyech qui est capable non seulement d'apporter des solutions en attaque, mais aussi qui vient se battre dans la récupération du ballon, comme Nesri également. Je trouve que ça, c'est encourageant. Il y a une solidarité, on mouille le maillot et on peut aller très loin avec ça parce que ce sont toujours les collectifs qui ont fait la différence. Rappelez-vous de la Grèce dans l'Euro. Personne n'avait misé sur la Grèce. Eh bien, son collectif a gagné la Coupe d'Europe. Donc, tout est possible. Oui, vous avez parlé justement de cette solidarité et même Walid Regragui ne cesse de le répéter, de bien sûr faire confiance aux 11 nationales, mais aussi, comme il disait, on va y aller avec nos qualités, nos valeurs et sans avoir de complexe. Et vous l'avez dit, Karim Droné, mouiller le maillot pour cette équipe nationale, alors que
pour revenir justement à cette binationalité de beaucoup de nos joueurs marocains, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment autant leur mère patrie? Sachant que certains sont nés à l'étranger, pour d'autres, ils ont évolué là-bas, ils ont même construit leur carrière footballistique là-bas, mais le Maroc reste quand même dans leur cœur et ça se voit quand ils jouent. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs raisons et je n'aurai pas le temps de toutes les développer. Les plus importantes. Les plus importantes, c'est qu'il y a une action politique de notre pays de longue date. Et elle devient, ces actions politiques, évidentes avec l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui va vraiment avoir une diplomatie du cœur, des proximités même, avec beaucoup de gens de la diaspora, des déplacements, des gens qui sont reçus. On sait repérer les talents, c'est-à-dire que l'idée de repérer les talents marocains à l'étranger, on sait le faire dans ce pays. Et donc voilà, il y a une amélioration des consulats. D'un coup, en fait, on se rend compte que de 1 million et quelques Marocains en Europe, d'un coup, on passe à 2,8 millions. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, en l'espace de 2-3 ans, des millions de Marocains qui sont partis? Non, c'est les enfants qui, d'un coup, pouvaient avoir accès au consulat et qui ont pu prendre leur passeport marocain. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est mis aussi à mieux compter. Donc il y a une action politique, bon, même si c'est une dimension administrative ici, mais dans les consulats marocains, on accueille mieux que ça pouvait être le cas dans les années 90, je ne vous dis pas les années 80 et 70. Donc il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et puis je le répète, le foot, moi qui ai vécu très longtemps en France, des gens même qui des fois ne parlent jamais du Maroc ou n'y vont rarement, au moment où l'équipe nationale joue, ils vont aller regarder, et c'est pareil d'ailleurs pour d'autres pays qui vivent en France, les gens vont aller regarder l'équipe qui devrait être celle de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc le foot, vraiment, il y a une dimension comme ça affective où les gens supportent leur club et dans les équipes, ils peuvent supporter peut-être l'équipe de France ou de Hollande, mais ils préfèrent toujours supporter l'équipe du Maroc. Donc il est normal que ces enfants, lorsqu'on les appelle en sélection, viennent et mouillent le maillot à ce point-là. Alors justement, le foot, il est très révélateur de l'amour d'un pays, très fédérateur, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il exacerbe aussi certains traits, comme le racisme. Oui. Puisqu'on parle de une, on a parlé de la Vanguardia, j'ai envie de vous parler de cet article d'Ashoroq qui parle des Camerounais qui ont été éliminés en 8e, malgré qu'ils aient battu le Brésil. Oui. Et qui parlent de jungle et qui rentrent chez eux sans pois chiches. Enfin, les Camerounais rentrent dans leur jungle, il me semble, sans pois chiches ni haricots. Enfin, je veux dire, il y a quand même des limites. Bien sûr qu'il y a des limites, mais le problème, c'est que le droit national peut intégrer des choses qui viendraient condamner ce qu'ils ont dit. Le droit international ne peut le faire que sur la question morale ici. Donc c'est plus compliqué, bien sûr, de faire pression sur ce genre de débordement. Malheureusement, ces débordements existent, puisque à partir du moment où on a toute la société, parce que vraiment, on a pratiquement toute la société qui parle de foot. Même ceux qui n'aiment pas le foot, les pauvres, sont obligés de se positionner ou de regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un pour voir s'il y a un but qui a été marqué. En tout cas, c'est les discussions au bureau, c'est les discussions au travail, c'est les discussions au café, etc. Donc forcément, on a le meilleur et le pire des sociétés aussi. Donc il y a des gens qui peuvent s'émerveiller de voir le parcours des équipes africaines, de voir leur combativité. Oui, ils sont africains aussi, les Algériens. Enfin, je veux dire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, mais ils se vengent ils pensent bêtement se venger d'une injustice. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur le côté sportif, les gens ne le vivent pas du côté sportif. Ils le vivent comme si c'était un complot contre leur pays. Mais moi, j'ai du mal ici à critiquer les Algériens parce que, excusez-moi, mais je connais beaucoup de Marocains qui sont capables de faire exactement la même chose. Donc, malheureusement. Alors, peut-être qu'on est plus apaisé, parce que le Maroc est une société apaisée. Et donc, on le voit dans cette équipe. Bon, on le doit bien sûr à Walid El-Regragui. La presse marocaine, je ne pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Parce qu'on est une société plus apaisée, mais on a déjà eu des horreurs dans la presse marocaine. Donc, il faut faire attention aussi, des fois, à pointer du doigt les autres. Il faut se regarder soi-même. Le foot, si c'est fédérateur et que ça donne aussi des très belles images de soi, ça peut aussi être un miroir déformant qui donne des images de ce qu'on ne veut pas trop montrer. Nous, ce n'est pas le cas parce qu'on arrive et puisqu'on gagne, tout se passe bien.
Et plus on va gagner, plus vous verrez le meilleur de la société marocaine à tous les niveaux. Et d'un coup, il n'y aura plus de classe sociale, il n'y aura plus de pauvres et de riches, il n'y aura plus de violence contre les femmes. Les femmes sont dans la rue, on l'a vu au dernier moment, aux dernières victoires, pardon. On voit les jeunes, on voit tout le monde veut faire communauté, veut faire communion. Les supporters nettoient les endroits où ils étaient dans le gradin. On verra que le meilleur. Mais on a vu aussi dans les rues marocaines ces images merveilleuses, cette explosion de joie. Et on voit vraiment les jeunes, les moins jeunes, toutes CSP confondues. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu des moments aussi fort quand même. Alhamdoulilah, ça fait trop du bien. Oui, clairement. Même moi qui suis un académicien, ça fait du bien. Oui. Je voudrais juste rendre hommage à un sociologue qui est un peu spécialiste, plus que moi encore, de la question du sport et du foot, Abdelrahman Bourqiya, qui a créé les ultras dans la ville et qui a fait un clin d'œil en disant nous sommes tous devenus des ultras. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, comment on pouvait insulter des jeunes de certains quartiers, parce que c'est vrai qu'il y avait des débordements, de la violence dans des matchs, je ne vais pas citer de clubs, ça peut déborder, il y a des ultras partout. Mais d'un coup, en fait, nous sommes tous devenus ultras pour montrer qu'une société, quand les choses se passent bien et qu'elle est apaisée, en fait, il n'y a pas de débordement. Exact. Et quand elle est tendue, que les choses se passent mal, qu'il y a la défaite, on peut voir des choses négatives. Exact. Parfaitement vrai. Amine Amri, c'est la dernière équipe africaine, c'est aussi la dernière équipe arabe en compétition. Mais on le sent, on a tout le monde arabe derrière nous. C'est-à-dire que, certes, le public marocain, c'est le 12e joueur de cette sélection nationale, mais ce 12e joueur, on peut dire que c'est la région MENA, hein, enfin, à quelques exceptions près, à une exception près, ou à un pays près. Il y a tous les supporters du monde arabe qui sont dans les gradins à encourager, même le prince du Qatar, enfin plutôt l'émir du Qatar, était dans les gradins avec le drapeau marocain. C'est quand même une vraie ligue arabe, slash footballistique. Oui, comme a dit le professeur Alioua, le football est un magnifique vecteur d'unité et d'union. Et je pense qu'il a démontré ici au Qatar. Je pense que les gens sont venus ici avec cette susceptibilité, on va dire, du fait créé par beaucoup de mauvaise foi, il faut le dire, de la part de médias occidentaux. Et donc, quand ils sont venus ici, ils ont fait bloc derrière le Qatar. Maintenant, ils font bloc derrière le Maroc. Et c'est bon signe parce que j'ai rencontré des gens absolument de tous les pays arabes, sans exception, Khadija, et qui sont derrière le Maroc et qui veulent à tout prix assister au match ou du moins encourager cette équipe parce qu'ils se retrouvent dedans, parce qu'elle est combative, elle est unie, elle est souriante. Il y a les mamans dans les gradins, des joueurs qui les embrassent après les matchs. Et cette histoire de Rdatou Elidine, etc., qui est très représentative de la et de Nia aussi, hein. Exactement. De Nia, oui. Nia, il y a beaucoup de concepts arabes, culturels qui nous lient. Pas seulement arabes, parce qu'il y a des concepts aussi africains, la musique, l'amabilité, le fait d'être derrière son équipe malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et je pense que c'est l'un des merveilleux aspects de cette Coupe du Monde au Qatar. On a l'impression de jouer à domicile et franchement, on joue à la maison. J'ai rencontré des gens du Qatar qui étaient un peu déçus du rendement de leur équipe nationale, mais qui ont tout de suite converti cette déception en joie pour l'équipe nationale du Maroc, pour les Lions de l'Atlas. Magnifique. Mais alors, du coup, pour y assister, hein, c'est le parcours du combattant. Est-ce que ça se débloque côté billets? Parce que là, les prix des billets ont atteint des sommets. On entend du $2000 alors que le billet coûte $100. Enfin, est-ce que ça s'est débloqué? Est-ce que c'est vrai déjà que les billets ont été achetés en masse par des étrangers qui les revendent au marché noir? Est-ce que vous confirmez, parce que vous êtes sur place, Amine Amri? En réalité, il faut savoir qu'une Coupe du Monde est un événement planétaire et que la vente de billets commence des mois et des mois à l'avance. Les gens achètent en fait le parcours de leur équipe. Et plus ils ont foi en leur équipe, plus ils vont acheter le maximum de billets tout au long du tournoi. Après, évidemment, la FIFA a mis en place une plateforme de resale où on peut revendre son billet, mais tout le monde ne le fait pas en fait. Il y a aussi des tours opérateurs qui achètent beaucoup de billets et qui les réservent pour leurs clients. Il y a aussi un phénomène de spéculation qui est vrai.
il y a le dark web où on vend des billets au marché noir, mais toujours est-il qu'il y a un très, très, très strict contrôle au niveau de la billetterie. Il faut savoir que le pays hôte, par exemple, l'une des rares entrées d'argent qu'il a d'une Coupe du Monde, c'est la billetterie. Et justement, il y a beaucoup de contrôle aussi bien de la part des autorités qataries que de la part de la FIFA. Et c'est là où je voudrais souligner la pertinence de l'intervention du professeur Eliwa. C'est que le football, parfois, il provoque et il fait sortir des sentiments et des réflexions indignes. Là où on a commencé à parler de certaines nationalités qui auraient acheté ou qui auraient bénéficié de passe-droit pour avoir des tickets, je peux vous garantir qu'il n'en est rien. Les gens qui font de la spéculation sur les big matchs, ce sont des réseaux très, très développés. Oui, ça ne date pas de cette Coupe du Monde, Amine. Enfin, je veux dire, c'est monnaie courante, les billets au black, enfin, au marché noir. Voilà, et pour vous donner un exemple, il y a un quart de finale Argentine-Pays-Bas ce vendredi où le moindre billet, c'est-à-dire l'entrée de gamme dans la billetterie, c'est-à-dire des billets très très loin de l'ère de jeu, se vendent à 850 € déjà et ça commence à monter de plus en plus. Donc c'est un phénomène assez normal, on va dire que ce n'est pas juste, certes, mais c'est un événement normal pour une Coupe du Monde. Oui, un mot, Karim Droné, sur les prix des billets et aussi sur cette décision de la FIFA de donner 5000 ou d'attribuer 5000 billets aux supporters marocains. Est-ce que cela est aussi d'usage et comment ça se passe? Quels sont les prix surtout de ces billets? Est-ce qu'il y en a encore? Bah écoutez, apparemment non, parce que j'ai des échos de mes amis qui sont présents au Qatar et ils n'arrivent pas à avoir ce billet. Des gens qui sont pourtant habitués à aller dans des Coupes du Monde, à soutenir l'équipe nationale, qui vont rester peut-être en dehors du stade. Alors maintenant, sur ce problème de billetterie, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est vrai qu'il y a de la spéculation, mais il y a toujours la possibilité d'attendre jusqu'à la dernière minute aux abords du stade. Je suis sûr qu'un supporter belge qui avait gardé son billet pour les huitièmes de finale, qui n'est pas en huitième de finale, là, il fait monter un peu les enchères. Oui. À la dernière minute, il va repartir bredouille. Alors autant revendre ce billet. Et là, je pense que les prix vont rechuter à quelques minutes du coup d'envoi peut-être de la rencontre. Ils ne vont pas repartir avec leurs billets qu'ils n'ont pas rentabilisés. Bon, c'est vrai qu'il y a tout un système derrière. C'est compliqué, cette histoire de billetterie à gérer, mais c'est vrai aussi que on n'était pas préparé. Je pense que personne n'était préparé à voir le Maroc aller jusqu'au huitième de finale aussi. Donc, on n'a pas anticipé sur la prise d'achat au départ. Et il y a aussi une autre problématique que je voudrais souligner. C'est pourquoi la FIFA fait jouer ce match dans un stade qui est le plus petit stade de Qatar. Ils pouvaient changer à la dernière minute. C'est un stade de 46 000 places à peu près, alors qu'il y a 200 000 demandes pour assister à cette rencontre. Pourquoi ne pas faire jouer dans un plus grand stade? Parce qu'il y a une véritable émulation. Un Maroc-Espagne, c'est symbolique, ça va attirer beaucoup de monde. Et la preuve, c'est que là, aujourd'hui, la billetterie, elle est saturée. Alors pourquoi la FIFA n'a pas changé? Parce que finalement, c'était une petite affaire d'adéquation. On pouvait changer le match Maroc, le mettre dans le stade de El Beid, par exemple, où il y a 68 000 places. Ça rappelle déjà 20 000 places supplémentaires pour les supporters marocains. Pourquoi pas? Voilà. Mais est-ce que c'est une demande qui aurait pu être déjà adressée par la Fédération royale de football ou ce sont les organisateurs qui décident de cela? Ça aurait pu être adressé par le Qatar lui-même, parce que comme on vous le disait, Amine, à l'instant, il y a un intérêt pécunier aussi pour le Qatar de rentabiliser un petit peu la billetterie. Donc, je pense que les autorités qataries ont pu sensibiliser un peu la FIFA par rapport à ça et changer peut-être, parce que c'est rien à faire, je veux dire, voilà ce stade-là, magnifique, là, que vous montrez à l'image, celui-là, il peut accueillir 20 000 supporters supplémentaires. Donc, même si on fait moitié-moitié entre Maroc et Espagne, ça fait quand même un peu plus de supporters pour chacun. Exact. Amine Amri, juste une petite question, vraiment, ma curiosité personnelle, est-ce qu'on voit plus de rouge et vert ou de rouge et jaune qui arrive là à Doha? Non, il n'y a pas photo, Khadija, il n'y a pas de photo, il y a du rouge et vert et blanc partout, vraiment partout. Il y a même des gens qui ne sont pas marocains, comme j'ai dit tout à l'heure, des Saoudiens, des gens de toute la région ici qui portent le drapeau marocain. Donc, j'ai rencontré peut-être, à tout casser, une centaine de supporters espagnols
mais les supporters marocains sont vraiment partout, dans les cafés, dans les places, ici à Downtown, à Mched, qui est le centre-ville, le cœur battant de Doha. Il n'y a vraiment que des Marocains. Donc je pense que même avec cette histoire de billetterie et de difficulté à trouver des billets de match, je pense que les Marocains, les supporters marocains seront largement majoritaires au stade de l'Education City Stadium. Quelles sont les chances de l'équipe nationale? Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ne surtout pas faire, c'est ne pas encaisser de buts. Ah bah oui, clairement. Ça, c'est la logique même du football. Et surtout, ne pas tomber dans le piège dans lequel nos frères sénégalais sont tombés, c'est-à-dire que croire à ce faux rythme que pourrait avoir comme stratégie Luis Enrique et essayer de nous attirer en dehors de notre camp de jeu, de notre aire de jeu. En réalité, il n'y a vraiment pas beaucoup d'alternatives qui s'offrent à nous, à part de bien défendre et de faire bloc et de faire montre de la solidarité, comme on a fait lors des 2 premiers matchs, surtout parce que face au Canada, on a quand même pris les devants, parce que face à une équipe qui est peut-être un peu moins talentueuse que nous, mais en deuxième mi-temps, on a quand même un peu souffert. Donc du coup, il faut partir sur les bonnes bases, qui sont une base défensive et une muraille défensive à toute épreuve, et ensuite choisir le bon moment, parce que les Espagnols, ils auront des coups de mou, ils auront des moments où la concentration ne sera pas là, où le physique ne suivra pas, et c'est là où on pourra frapper, on pourra faire mal. Très bien. Karim Droné, peut-être quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter, et surtout, franchement, vous la voyez comment, cette équipe espagnole, en ayant regardé les matchs de poule? Oui. Elle ne fait pas peur. Bon, c'est quand même une équipe d'expérience. Beaucoup de tactique, et ils ont un jeu vicieux quand même, les Espagnols. Ils ont surtout la rapidité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais moi, au vu de ce que j'ai vu sur l'équipe du Maroc, comment elle a géré la Croatie, quand même finaliste du dernier mondial, comment elle a géré la Belgique, elle a battu la Belgique, 3e du dernier mondial. Je veux dire, on ne craint plus personne. Est-ce qu'ils sont aussi soudés que l'équipe nationale, Karim Droné? Parce que vraiment, nous, on détient une équipe nationale qui ne fait qu'un, et on peut le dire. Et ils ont prouvé cela par rapport à leur jeu. Est-ce qu'on peut en dire autant pour les Espagnols? Alors, on ne peut pas en dire autant. Non. D'ailleurs, même le président de la Fédération espagnole de football a dit que ce serait un match très difficile pour la Jora. Parce que, justement, cet esprit-là, cette solidarité, cet engagement, cette envie de mouiller le maillot pour le Maroc et pour tout le peuple marocain, ça, les Espagnols, on ne l'a pas vu encore. Et donc, je pense que là, aussi, dans la grinta, on est beaucoup plus fort. Très bien. Et bien sûr, je vais finir par un dernier mot avant les pronostics. Je vous laisse réfléchir aux pronostics, mes chers confrères. Je viens à vous dans quelques instants. Mehdi Aliwa, justement, pour terminer, et cette ferveur derrière les Lions de l'Atlas et les annonciatrices peut-être d'un réveil aussi du sentiment national. C'est évident. C'est évident. Il y a des explications sociologiques, même si je ne veux pas casser la magie, parce que moi aussi, je préfère la magie que la déconstruction. Des fois, on est pénible, les sociologues. Je vous garantis, quand je suis chez moi, je ne fais pas ça. On se réfère à vous pour comprendre beaucoup de phénomènes de société. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est aussi une société émergente, même si on n'a pas rempli tous les objectifs de développement. Malgré tout, c'est évident que beaucoup de choses ont changé. Et le plus important, c'est qu'on a toute une classe d'âge aujourd'hui qui arrive jusqu'au collège, voire au lycée, voire jusqu'au bac. On n'a jamais eu autant de bacheliers, on n'a jamais eu autant de gens qui ont été ensemble sur les bancs de l'école. C'est-à-dire que l'école, c'est un élément de socialisation importante et unificateur. Et donc, c'est pour ça qu'on voit autant de jeunes aussi dans la rue pour le foot. Alors, c'est mondial, c'est beaucoup les jeunes qui sortent. Mais là, c'est d'un coup, on a une nouvelle génération qui veut prendre sa place. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, on voit énormément de jeunes. Moi, dans mon université, à l'UIR, si vous saviez, mais on stoppe les cours et je crois que c'est partout. Je parle de ce que je connais moi, mais ailleurs aussi. Mais même les écoles primaires. Les écoles primaires. Le Maroc s'arrête quand les
quand les joueurs jouent, quand l'équipe nationale joue. C'était pas le cas avant. Non, absolument. Je suis assez vieux pour savoir qu'il y a toujours eu de la ferveur, mais à l'échelle du territoire national, on n'a jamais eu autant de gens qui sortent dans la rue pour fêter. Même le 0-0 avec la Croatie a été fêté pendant des heures et des heures. Oui. Les gens veulent faire peuple et les gens veulent dire nous existons. Ils se le disent à eux-mêmes, ils le disent aussi de certaine manière au pouvoir, mais ils le disent au monde entier. Mais même ceux qui ne connaissaient pas par cœur l'hymne national Ça y est. le connaissent par cœur. Oui, parce que c'est ça qui fait nation en fait, c'est-à-dire que d'un coup, la nation c'est toujours une communauté mythifiée. Parce que même si on parle de communauté nationale, c'est un mythe, on ne se connaît pas tous dans une communauté, on est quand même plus ou moins cousins. Donc on a envie de se connaître, mais c'est impossible. Là, nous sommes 35 millions, on ne peut pas y arriver. Par contre, le fait de connaître cette équipe nationale, c'est comme le Maroc en miniature. Et en plus, on se dit, on raisonne avec le monde parce que le fait d'avoir organisé cette coupe à Doha, malgré des problèmes réels, hein, il n'y a pas juste la mauvaise foi, il y a aussi des problèmes qui se sont passés au Qatar et qu'il faudra corriger. Mais en tout cas, ça fait comme ce n'est pas un État-nation grand avec un grand territoire, ça fait de cette Coupe du Monde une Coupe du Monde globalisée et aussi une Coupe du Monde arabe. C'est ce qu'a dit aussi d'ailleurs l'émir, le prince du Qatar. Il l'a dit clairement en disant que c'est aussi la Coupe du Monde des Arabes. Nous avons de compatriotes, des forces de sécurité qui sont là-bas. Donc il y a plein de pays arabes qui participent. Donc on s'identifie. Donc quelque part, les gens se sentent marocains. Ils se le disent entre eux, ils se le disent au pouvoir, mais ils le disent au monde entier, notamment au monde arabe, en disant nous sommes tellement fiers d'être là et de jouer au football. Et voilà, le Maroc existe. Nous ne sommes pas une région comme ça, folklorisée, lointaine, etc. Petit pays. Un petit pays, oui. Pauvre, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas à rougir, a dit Karim Droné, on a à rugir. Rugir. Voilà. Oui. Alors, vos pronostics, professeur Aliwa, je commencerai par vous. Moi, je vois bien un 1-1 et ça se termine au pénalty et le Maroc gagne au pénalty. Inch'Allah. Mouhim gagne. Amin Lamri, vous partagez l'avis d'un nul avec prolongation et tir au but? Oui, tout à fait. C'était mon pronostic. Dès ce matin, je me voyais déjà dans un match à rallonge, peut-être le seul de ces huitièmes de finale qui ira jusqu'au bout et on en sortira vainqueur, Inch'Allah. Inch'Allah, on le souhaite vraiment de tout notre cœur. Karim Droné. Oui, Radija. Écoutez, d'abord, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit le professeur Aliwa et ce qu'a dit également Walid Regragui. C'est vrai que c'est l'occasion aujourd'hui de faire du soft power par rapport à la performance du Maroc, dire qu'on a de bons ingénieurs au Maroc, on a de bons médecins et qu'on a une jeunesse qui est prête à tout. Ça, j'ai adoré ce message en conférence de presse de Walid Regragui parce qu'il faut capitaliser derrière sur cette performance de l'équipe nationale parce que c'est tout le Maroc qui est derrière et c'est montré aussi que le Maroc il a un véritable potentiel sur l'échiquier mondial. Alors maintenant, pour le pronostic, match nul, j'aimerais pas trop. Victoire du Maroc au pénalty, j'aimerais pas trop. Bon, j'aimerais un petit 1-0, ça me suffirait. Qu'on aille en quart de finale, point barre. Inch'Allah. Bon, à vérifier. Mon pronostic aussi va vers... on va décrocher ce ticket vers les quarts, Inch'Allah. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Amin Lamri. Merci d'avoir été avec nous depuis Doha. Merci à vous et Dima Mghrib. Dima Mghrib, merci. Et Karim Droné, bien sûr, notre cher... confrère et bien sûr l'image du football et du sport en général au Maroc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oh, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, Radija. Et Dima Maghrib. Dima Maghrib, merci. Merci. Merci pour l'invitation. Dima Maghrib. On Dima sera tous Maghrib. Derrière nos Inch'Allah, lions. bien sûr, on sera tous derrière. Voilà, c'est la fin de questions d'actu. Je vous remercie de nous avoir suivis et merci aussi pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.